Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la la parole. parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein. À dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste.
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre, c'est 666. Le 11 septembre 2006, des milliers de gens du monde entier se sont rassemblés à New York. Ils portaient des t-shirts noirs sur lesquels on pouvait lire « Enquêter sur le 11 septembre ». Et sur leurs pancartes, poser des questions, exiger des réponses. Ce jour-là marquait le 5e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001. Bien que le rapport d'enquête sur le 11 septembre ait été publié 2 ans auparavant, beaucoup d'Américains et de citoyens à travers le monde restaient persuadés que la vérité leur était toujours dissimulée. Pourquoi ? Pourquoi, parmi la population mondiale, le nombre de sceptiques ne cesse-t-il de croître à propos des événements du 11 septembre ? Est-ce une orientation naturelle de craindre le pire de la part du gouvernement des États-Unis ? Ou est-ce un sentiment légitime qui ne peut que croître avec le temps ? Le mouvement pour la vérité sur le 11 septembre inclut des universitaires, des ingénieurs, des physiciens, des pompiers, des membres des services secrets, et tant d'autres dont les vies ont été brisées depuis cet événement. George
George Bush vient de vivre une mauvaise journée devant ses compatriotes en tentant de s'expliquer sur les menaces terroristes reçues et ignorées par la Maison-Blanche avant le 11 septembre. Les terroristes avaient prévu de détourner des avions de ligne américains. Ce qui s'est passé ce jour-là a jeté un voile sur toutes les couches de la société américaine. Un des journalistes les plus célèbres du pays a affirmé que la réponse à la soi-disant guerre au terrorisme a créé un climat de censure dans un pays qui se dit celui de la liberté d'expression. Jamais aucune guerre américaine, si petite ou si grande soit-elle, n'a eu un accès à la presse aussi restreint que celle-ci. La croyance qui prédomine fortement est que tant pour le champ politique que pour celui du leadership militaire, ceux qui contrôlent les images contrôleront l'opinion publique. Cela suggère-t-il qu'une personne opérait en interne ? On peut l'assimiler à l'histoire du parrain dans laquelle l'arme avait été introduite dans les toilettes pour hommes. Il y a aussi la possibilité que cela puisse être un coup interne. Il a pu s'agir d'un coup en interne. Ces personnes ont-elles pu profiter d'une aide de l'intérieur? J'ai examiné encore tout cela ce matin avec d'autres et je peux maintenant affirmer qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui vont dans ce sens. C'est une comparaison obscène qui me fait beaucoup penser à une époque où en Afrique du Sud, on plaçait un pneu enflammé autour du cou des citoyens dissidents. Cette peur qu'on pourrait appeler la peur du collier est comme un manque de patriotisme que l'on porterait autour du cou. Et c'est cette peur qui empêche les journalistes de poser les questions difficiles et qui fait qu'ils continuent d'éluder les vraies questions. Les gens ne devraient pas se mêler de ces affaires. Un pays qui cache quelque chose est un pays qui a peur d'être pris en faute. Et en la matière, l'administration Bush ne peut pas être plus liée à l'Arabie Saoudite qu'elle ne l'est déjà. Je connais les vraies questions. Et vous savez, ce n'est pas vraiment le bon moment pour en parler. Le père du président restait avec la famille Ben Laden quand il se rendait en Arabie Saoudite. Ça part d'un sentiment patriotique tout au fond de soi. Par le passé, le FBI a pu parfois aggraver les problèmes en les ignorant ou en les niant. Le FBI a intentionnellement et à maintes reprises entravé et obstrué mes tentatives d'enquête à plus grande échelle, qui auraient pu permettre d'identifier et de neutraliser les terroristes. Ils ont réalisé à quel point notre société est maintenant orientée par l'industrie du divertissement. Aux familles et victimes du 11 septembre, de la part de John Vincent, Barry Carmody et moi-même. Pardon. Et je le dis tranquillement, mais aussi fort que je le peux. J'espère que tout ça va s'arrêter. Les limites ont déjà été franchies. J'en suis horrifié. Le 13 septembre, le gouvernement des États-Unis déclare que des preuves accablantes mènent à l'implication de Ben Laden dans ces attaques. Les talibans proposent alors de livrer Osama Ben Laden si les États-Unis apportent des preuves. Notre position est que si l'Amérique possède des preuves tangibles, elle devrait les présenter. Et c'est seulement à la lumière de ces preuves que nous serions prêts à le juger. Êtes-vous disposé à livrer Oussama Ben Laden aux États-Unis? Non. Sans preuve, non. Le 23 septembre 2001, le secrétaire d'État aura bientôt l'occasion de fournir publiquement des preuves à charge contre le réseau Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Et je pense que nous sommes convaincants. mais le jour suivant, la Maison-Blanche faisait déjà marche arrière. Pouvez-vous présenter publiquement des preuves contre Oussama Ben Laden qui puissent être comprises autant par l'Américain moyen que par les gens de par le monde? Comme l'a déclaré le secrétaire d'État Powell, et l'espoir d'aller dans ce sens demeure, nous les apporterons le moment venu. Mais je pense que le peuple américain doit aussi comprendre que ce type d'information ne doit pas toujours être livré à la va-vite, et nos compatriotes semblent d'ailleurs l'accepter. Vous semblez donc demander aux gens de vous faire confiance. Cette information n'a à ce jour toujours pas été transmise au public. Au lieu de les revendiquer, Ben Laden dément toute implication dans ces attaques, et ce, à 3 reprises.
Le 13 décembre, le département de la Défense diffuse une vidéo prétendument découverte dans une maison de Jalalabad en Afghanistan. Oussama Ben Laden évoque les attaques avec Khaled al-Harbi. Les principaux médias américains, ainsi que le président George Bush, décriront cette vidéo comme la preuve évidente de sa culpabilité. Mais des instances internationales s'interrogent sur l'authenticité de cette cassette. Le 26 décembre 2001, un représentant taliban déclare avoir assisté à l'enterrement d'Oussama Ben Laden. Le lendemain est diffusée une vidéo qui semble avoir été enregistrée le 19 novembre, dans laquelle Ben Laden se réjouit des attaques mais sans les revendiquer. Une autre vidéo dans laquelle apparaîtra à nouveau Ben Laden ne sera pas diffusée avant le 29 octobre 2004, quelques jours avant l'élection présidentielle américaine. Cette vidéo est décrite comme la preuve de sa responsabilité dans les événements du 11 septembre. Question. Pourquoi des affiches réclamant la capture de Ben Laden ne font-elles pas référence au 11 septembre? Réponse de Rex Tomb, en charge des relations publiques du FBI. Le 11 septembre n'est pas mentionné sur les affiches où il apparaît parce que le FBI n'a pas de preuves solides menant à l'implication de Ben Laden dans les attentats du 11 septembre. Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre, je l'ai donc répété et on m'a répondu « Oui, c'est vrai, le FBI n'a pas de preuves solides de l'implication de Ben Laden dans ces attentats. » Quelles preuves possède-t-il? 2 sacs appartenant à Mohamed Atta, enregistrés à l'aéroport de Portland, mais qui n'ont pas été embarqués sur le vol AA-11 pour Boston. Ils contenaient une vidéo et un manuel de vol d'un Boeing 757, un dictionnaire arabe-anglais, un ordinateur de vol, un Coran et le testament de Mohamed Atta. Pourquoi Atta emporterait-il ses dernières volontés dans un avion qui sera ensuite détruit et ravagé par les flammes? Une voiture louée par Marwan Al-Shei est découverte à l'aéroport Logan de Boston, contenait un manuel de vol en arabe, un laissez-passer pour les zones protégées de l'aéroport et des documents de Hoffman Aviation. La voiture de Nawaf Al-Hazmi, retrouvée à l'aéroport de Dulles à Washington. Elle contenait les instructions de Mohamed Atta, un chèque pour une école de pilotage à Phoenix, 4 dessins représentant une cabine de 757, un couteau et des cartes de Washington et de New York. Le passeport de Satam Al-Soukami, découvert dans les décombres des tours jumelles. Non loin d'ici, un passant vient de trouver un passeport appartenant à l'un des pirates de l'air. Comment un passeport s'échappe-t-il de la poche d'un homme victime d'un crash survenu à plus de 650 km/h, passe à travers 34 000 litres de kérosène en flammes pour être finalement retrouvé intact sur un trottoir 300 mètres plus bas? Les pièces d'identité de Mahed Moked et de Nawaf Al-Hamzi, découvertes dans les ruines du Pentagone, une carte d'identité, le passeport de Saïd Al-Ghamdi, le permis de conduire d'Ahmed Al-Nami, des photos de passeport et une carte de visite trouvée à Shanksville. La liste s'égrène. Un ex-haut gradé des services secrets fit ce commentaire au New Yorker Magazine. Les pistes laissées l'ont été de manière intentionnelle pour permettre au FBI de lancer sa traque. Ils ont utilisé des centaines de cartes téléphoniques et autres portables, le plus souvent avec des cartes prépayées qui sont difficilement traçables. Ils ont fait en sorte que l'argent qui leur était envoyé pour financer les attaques le soit en petite quantité pour éviter d'être détectés. En petite quantité? Le lieutenant-général Mahmoud Ahmad, directeur des services secrets pakistanais, l'ISI, aurait transféré $100 000 à Mohamed Atta en août 2001. Ce versement aurait été facilité par Saïd Cheikh, qui est accusé d'avoir kidnappé et assassiné le journaliste du Wall Street Journal, Daniel Pearl, qui enquêtait sur les liens entre l'ISI et les militants islamistes. Et les Pakistanais, si vous avez bien étudié, ont toujours eu des connexions plus ou moins proches avec ceux qu'on a appelés les pirates de l'air d'Al-Qaïda. L'ISI entretient depuis longtemps des relations avec la CIA qui remontent aux années 80 et avec les Moudjahidines afghans qui plus tard se développeront sous le nom d'Al-Qaïda. Je me suis concentré sur les transferts de fonds que le général Mahmoud Ahmad a effectués au profit de Mohamed Atta, juste avant le 11 septembre. C'est un point essentiel car Ahmad rencontrait des personnalités influentes de Washington, le sénateur Bob Graham, Porter Goss, futur directeur de la CIA, le matin du 11 septembre. Et il a entretenu des relations non seulement avec la CIA, mais aussi avec Dick Armitage et Mark Grossman du département d'État.
Oui. Êtes-vous au courant des rapports qui indiquent qu'au moment où le patron de l'ISI se trouvait à Washington les 10 et 11 septembre, un virement de 100 000 $ a été effectué au Pakistan au profit de ces groupes ici même? Et durant ce séjour, vous a-t-il rencontré ou a-t-il vu un membre du gouvernement? Je n'ai pas vu ce rapport et je n'ai jamais rencontré cette personne. Dans la transcription de cette conversation fournie par la Maison-Blanche à la presse, l'information sur l'ISI est censurée. Peu de temps après, Bob Graham et Porter Goss mèneront une enquête conjointe qui affirmera ouvertement que l'administration Bush n'a jamais reçu d'informations de la CIA qui aurait pu prévenir les attentats. La réunion débute à 8 h, pendant le petit déjeuner au Capitole, et se poursuit quand le vol UA-175 s'encastre dans la tour sud. Lors de sa visite, entamée le 4 septembre, Ahmad s'est aussi entretenu avec le directeur de la CIA, George Tenet. Un mois plus tard, après les rapports du transfert entre lui et Atta, Mahmoud Ahmad démissionne de l'ISI. Le rapport de la commission d'enquête sur le 11 septembre conclura qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'un quelconque apport financier de la part de gouvernements étrangers ou de l'un de leurs officiels. La commission décida non seulement d'éluder l'information, mais aussi de la démentir. À la page 172 de votre premier compte-rendu, vous déclarez, je cite, « Le gouvernement des USA s'est montré incapable de déterminer la provenance de l'argent qui a servi à financer les attaques du 11 septembre. Au bout du compte, la question a peu d'importance. » Fin de citation. Comment pouvez-vous prétendre que la question « Qui a financé la mort de 3000 Américains le 11 septembre » a, je cite, « peu d'importance » ? Parce que ça demande si peu d'argent, c'est l'affreuse vérité. Parce que moins de 500 000 $, c'est difficilement traçable. Nous avons pu retrouver une partie des 500 000 $, mais par petites tranches. Vous avez parlé de 500 000 $ pour financer les opérations du 11 septembre. Eh bien, nous savons que 100 000 $ ont été transférés à Mohamed Atta par le patron de l'ISI pakistanaise. Je ne suis pas au courant des 100 000 $ versés à Mohamed Atta, mais je pense que le Pakistan est le pays le plus dangereux au monde. Pourquoi y a-t-il une telle volonté à camoufler cette transaction entre l'ISI et Mohamed Atta? Parlons de ce transfert. Le gouverneur Keane ne pouvait pas le démentir parce que le FBI et le Wall Street Journal ont confirmé que le général Mahmoud Ahmad l'avait bien effectué. Mais la commission a soutenu que la question du financement n'est pas importante et attribuer une responsabilité, ce n'est pas essentiel. Pour eux. Mais pour nous, si. Et comme si le financement n'était pas assez suspect, plusieurs pirates de l'air se seraient entraînés dans des bases de l'armée américaine. Il est difficile de croire que 2 des présumés terroristes impliqués dans ce qui s'est passé mardi aient pu fréquenter des écoles dirigées par les forces armées américaines. Et cela, selon les propos même d'un haut gradé de la défense. Ahmed Al-Nami, Ahmed Al-Ghamdi et Saïd Al-Ghamdi ont indiqué une adresse sur leur permis de conduire et leur carte grise qui correspondait au poste naval de Pensacola en Floride. Selon certaines informations, Mohamed Atta serait diplômé de l'école internationale des officiers située sur la base aérienne de Maxwell dans l'Alabama. En réponse à une loi sur la liberté d'information, le capitaine Jason Taylor a confirmé qu'un certain Mohamed Atta s'y était bien entraîné entre 1998 et 1999, mais il n'a pas vérifié qu'il s'agissait de la même personne. Abdulaziz Al-Omari a fréquenté la base aérienne de Brooks à San Antonio au Texas. Saïd Al-Ghamdi et d'autres ont fréquenté l'Institut de langue de la défense à Monterey en Californie, comme l'a confirmé le lieutenant-colonel Steve Butler, alors président du département des étudiants. Les médias américains ont cessé d'enquêter quand l'armée de l'air a prétendu « Nous ne parlons probablement pas des mêmes personnes ». 2 des pirates de l'air, Nawaf Al-Hamzi et Khalid Al-Midar, ont loué l'appartement d'un informateur du FBI et vécu avec lui. Curieusement, il a été signalé que plusieurs d'entre eux étaient encore en vie après les attentats. Finalement, nous avons été priés de croire que les prétendus pirates de l'air étaient des intégristes musulmans qui ont passé leurs derniers jours à se préparer pour le paradis. Cependant, la semaine précédant les attaques, plusieurs d'entre eux ont bu, visité des clubs de striptease et commandé des prostituées. Tout compte fait, Atta et son cousin sont restés cloîtrés chez eux, excepté jeudi dernier, où, dans ce bar de Hollywood, en Floride, on aurait vu les 2 hommes y boire beaucoup et refuser de payer l'addition.
Et le type s'est senti très offensé, m'a dit « Je peux payer ma note, je suis pilote d'avion. » J'ai répondu « D'accord. » Mahed Moked est repéré plusieurs fois dans un sex shop. Hamza Al-Ghamdi a commandé un film pornographique dans son hôtel le 10 septembre. Pour le maire de Paterson dans le New Jersey, ils ont passé plus de temps dans des clubs de striptease que dans les mosquées. Indépendamment de leurs actes, la présence de certains des pirates de l'air était connue depuis 2000. Que savons-nous et depuis quand? C'est ce que certains membres du Congrès demandent actuellement et de manière insistante. Savions-nous, un an avant le 11 septembre, que l'un des pirates de l'air était une menace terroriste? Le lieutenant-colonel de l'armée Anthony Sheffer a rendu publique l'information selon laquelle Able Danger, un projet militaire pour lequel il a travaillé en 2000, avait identifié Mohamed Atta en dévoilant son identité et même sa photo et celle de 3 autres pirates de l'air du 11 septembre comme possibles membres d'Al-Qaïda. Nous avons identifié les noms des 4 des pirates de l'air du 11 septembre avant le 11 septembre. Mais il ajoute aussi que début septembre 2000, les 3 réunions qu'il avait planifiées avec le FBI furent annulées par des avocats militaires. Sheffer se rappelle aussi d'avoir parlé de Atta à l'équipe de la commission du 11 septembre à propos d'un rendez-vous en Afghanistan et de ce que les services secrets avaient trouvé en 2000. Il fut surpris de constater cet oubli dans le rapport de la commission. La personne qui a retiré les documents m'annonce confidentiellement que la commission a reçu l'équivalent de 2 mallettes. Je peux vous affirmer avec certitude qu'il s'agissait à peine du 20e des informations sur Able Danger que nous avions évoquées lors de notre rendez-vous. L'un des porte-parole de la commission a déclaré que rien qui provienne du Pentagone au début 2004 ne permet de confirmer ce que dit Sheffer et qu'aucun des documents mis à la disposition de la commission ne mentionne Atta ou l'un des futurs pirates de l'air. Où est-il? Cherchez l'erreur. Où se trouve ce mystérieux graphique qui prétend que Atta était plus ou moins lié à ces autres pirates de l'air? Nous aimerions le voir. La compagnie qui a produit ces graphiques, Orion Scientific Systems, soutiendra que seulement 2 graphiques furent élaborés et que Mohamed Atta ne figurait sur aucun d'entre eux. Voici les graphiques. Montre-les, John. Déploie-les bien. Ce sont tous les graphiques produits par Orion. Ils ont suscité un énorme travail. Orion a donc menti à l'équipe de la commission sénatoriale. Un tel labeur. Et cette compagnie lui a même précisé « Nous n'avons pas connaissance de ces graphiques, ce ne sont pas les nôtres ». Eh bien les voilà, avec leur logo dessus. Monsieur le Président, au moins 2 personnes qui vont témoigner aujourd'hui ont été menacées de retrait de leur certificat de sécurité si elles continuaient à parler de tout cela. Pouvez-vous identifier ces 2 personnes? Je le ferai, mais de préférence en privé, puisque le département de la Défense a interdit à quiconque de témoigner. Mais je livrerai cette information au comité. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi, si j'ai bien tout saisi, et corrigez-moi si je me trompe, les témoins que nous pensions entendre aujourd'hui et qui travaillent au département de la Défense ont été écartés. Qu'ils soient présents ou pas dans cette salle, on m'a certifié qu'ils ne pouvaient témoigner. Je pense que c'est une grave erreur. Voici un graphique d'Al-Qaïda et de ses cellules dans le monde. La plupart de ces données furent obtenues avant le 11 septembre, grâce au travail d'Able Danger. Vous le constatez, on y voit une photo de Mohamed Atta. Qu'est-ce que cela représente? Et il représente l'organisation et les activités associées à Al-Qaïda, leurs implications dans les événements du 11 septembre et après. Et à l'époque où la commission s'est emparée du sujet, début 2004, les graphiques avec Mohamed Atta existaient encore. Il y avait un graphique dans le bureau de M. Smith. Ce graphique aurait dû demeurer au siège de la DIA parce qu'il n'avait pas été détruit avec les dossiers du lieutenant-colonel Sheffer avant le printemps 2004, ceux-là même que possédait M. Smith. Nous avons été contraints de réduire notre soutien à Able Danger et finalement de l'interrompre à cause d'une surveillance accrue des services secrets. Soutenus avec force par le commandement du LIWA et de l'INSCOM, nous avons activement travaillé à ignorer cet arrêt pendant les mois qui ont suivi. Ensuite, avec Terry Stephens, nous avons été contraints de détruire tous les graphiques, les données et autres analyses que nous n'avions pas encore transmis à la commission liée à Able Danger. Un autre fonctionnaire de la Défense témoignera aujourd'hui qu'on l'a obligé à détruire près de 2,5 terabytes de données. Je ne savais pas ce que ça représentait, nous avons donc contacté la bibliothèque du Congrès. C'est égal à 1/4 de toutes les collections écrites que possède la bibliothèque du Congrès. Êtes-vous capable d'évaluer la crédibilité du capitaine Philpott, celle du colonel Schaefer, de M. Westphal, de M. Preiser et de M. Smith,
et de bien établir cette crédibilité quand ils disent avoir aperçu Mohamed Atta sur un graphique? Oui, monsieur. Je leur fais toute confiance. Le lieutenant-colonel Tony Shaffer, qui fut le premier membre d'Able Danger à rendre publiques ces informations, a reçu l'ordre de la DIA de ne pas parler aux membres du Congrès ou de son personnel sans approbation préalable. Et le laissez-passer qui l'autorisait à recouper des informations classifiées lui a été confisqué. Les membres du Congrès ont déclaré « Shaffer a été réduit au silence et puni pour s'être trop exprimé ». La réponse officielle à Able Danger a commencé en septembre 2005 avec une lettre envoyée par Slade Gordon, membre de la commission du 11 septembre, au sénateur Arlen Specter. Gordon conclut en écrivant « Puisque Condoleezza Rice, le président Bush et la Maison-Blanche ont refusé d'admettre qu'Able Danger avait identifié les pirates de l'air, cela n'est jamais arrivé. » Une enquête de 6 mois, conduite par le comité d'information du Sénat, a conclu en décembre 2006 qu'Able Danger n'avait pas identifié Mohamed Atta ou tout autre pirate de l'air du 11 septembre. Pouvons-nous être sûrs que les pirates de l'air étaient des radicaux musulmans en mission suicide? Ou est-il possible qu'ils aient pu bénéficier d'entraînement, de fonds et de protection aux États-Unis même? Oui, j'écoute. Madame, ici le sergent Miller. Oui. Je tenais à vous informer de nos exercices de vol en cours, de nos exercices de vol d'attaque. Ok. Reçu? Bien reçu. Merci. Entre septembre 2000 et juin 2001, l'administration fédérale de l'aviation, la FAA, enverra 67 fois des chasseurs intercepter des avions perdus. Ces interceptions sont une routine et se produisent habituellement 10 minutes après le signalement d'un problème comme la perte du contact radio et du signal transpondeur ou le non-respect d'un itinéraire. Le matin du 11 septembre, selon les rapports officiels, 4 avions commerciaux volaient en dehors de leur itinéraire et sans communication. Aucun d'entre eux ne sera intercepté. Comment est-il possible qu'à 4 reprises bien distinctes, le même jour, une infrastructure militaire et d'information de plusieurs milliards de dollars soit mise en échec? Il n'est jamais apparu à qui que ce soit sur la manière de protéger l'Amérique qu'un jour, des esprits diaboliques utiliseraient non pas 1, mais 4 avions de ligne contre des cibles aux USA. Jamais. Je pense que personne n'aurait pu prévoir que ces gens projetaient d'envoyer un avion s'écraser contre le World Trade Center et un autre contre le Pentagone. Personne dans le gouvernement, et pas même nos prédécesseurs, n'aurait pu penser à des avions visant des bâtiments à une si grande échelle. Et pourtant si, les stratèges militaires américains avaient imaginé et mis en pratique ces scénarios. Comme l'a écrit USA Today, le commandement de la défense aérienne, le NORAD, a procédé à des exercices avec des chasseurs simulant des détournements d'avions se dirigeant vers le World Trade Center 2 ans avant les attaques. Les stratèges du Pentagone avaient aussi prévu une attaque visant leur édifice 5 mois avant que cela ne se produise. D'après ce courriel du Pentagone d'avril 2001, les fonctionnaires de l'US Air Force souhaitaient faire une simulation dans laquelle un groupe terroriste détournerait un avion de ligne pour l'écraser contre le ministère de la Défense. L'idée consistait à vérifier le temps de réaction pour lancer des chasseurs, mais dans l'email du Pentagone, le plan fut annulé au dernier moment par des cadres supérieurs de la Défense car jugé trop irréaliste. À venir, des questions importantes sur la réponse du NORAD le jour de l'attaque. Pourquoi, en dépit des simulations et des menaces, les chasseurs ne se trouvaient ni à New York ni à Washington? Une histoire étonnante. Merci Brian Ross. Un exercice appelé Amalgame Virgo, qui simulait des attaques terroristes réussies, fut conduit les 1er et 2 juin 2001. Son but, se concentrer sur les menaces non conventionnelles, comme le détournement d'un avion en vol. Un plan simulait le détournement d'un avion commercial qui serait lancé contre le Congrès. La seconde partie de l'exercice, qui fut planifiée mais pas exécutée avant le 11 septembre, impliquait 2 avions avec de vrais pilotes au décollage et des agents du FBI dans le rôle des pirates de l'air qui auraient détourné les avions vers des lieux sûrs. Et qu'y avait-il sur la couverture du dossier? Osama Ben Laden. En réalité, ces multiples manœuvres ont préfiguré le 11 septembre. La question était,
Nous avions 4 simulations en cours le 11 septembre. Et cette question que j'ai tenté de poser avant que le ministre de la Défense aille déjeuner était: les 4 exercices de simulation ont-ils, oui ou non, affaibli notre capacité à répondre aux attaques subies le 11 septembre? La réponse à la question est non, cela n'a pas diminué notre potentiel. Comme le général Eberhardt, responsable du NORAD, l'a certifié à la commission du 11 septembre, et je crois qu'il leur a dit, cela a amélioré notre capacité à répondre. Il y a eu 2 exercices CP et un autre du ministère de la Justice qui n'avait rien à voir avec les 3 autres. Et un dernier en cours parce que les Russes effectuaient des manœuvres près de l'Alaska. En fin de compte, est-ce que ces manœuvres ont aidé ou entravé notre capacité à répondre? Le 11 septembre correspondait au second jour de Vigilant Guardian, un exercice supervisé par le Haut Commandement et le NORAD qui simulait des détournements d'avions dans le nord-est des États-Unis. Vigilant Guardian fait partie de Global Guardian, une simulation de fin du monde à grande échelle dirigée de la base aérienne d'Offutt en coopération avec le NORAD. D'abord prévu pour se dérouler fin octobre, Global Guardian fut avancé à septembre. Cet exercice fut probablement interrompu après que la seconde tour eut été frappée. 3 avions E-4B du corps présidentiel sont restés en vol. 2 sources gouvernementales qui sont au courant de l'incident affirment à CNN qu'il s'agissait d'un avion militaire en précisant que les détails sont secret défense. Cette comparaison entre la vidéo de CNN et celle officielle de l'armée de l'air suggère que le mystérieux avion fait partie des avions militaires les plus sensibles, un E-4B de l'armée de l'air. Le E-4B est la pièce maîtresse de la flotte du poste de commandement, conçue et équipée dans un seul but, maintenir le gouvernement en toutes circonstances, même en cas de guerre nucléaire. Selon le Pentagone, qui est formel, ce n'est pas un avion militaire. Et le rapport officiel sur le 11 septembre ne le mentionne pas. Le Pentagone, les services secrets et l'administration fédérale de l'aviation se disent incapables d'expliquer la présence de l'avion au-dessus de la résidence du président au moment où la fumée surplombait la rivière qui longe le Pentagone. La base aérienne de Barksdale a aussi participé à Global Guardian. Au lieu de rentrer directement à Washington, le président Bush volera d'abord en direction de Barksdale et de la base aérienne d'Offutt avant de retourner à la Maison-Blanche. Un autre exercice, Northern Vigilance, a déplacé des chasseurs vers le Canada et l'Alaska pour surveiller une flotte de MiG russes en mission d'entraînement. Northern Vigilance a aussi inséré des données sur des écrans radars. Connues également sous le nom de fantômes, ces données sont des simulations d'avions errants qui, dans ces exercices, semblaient réelles. Nous avions beaucoup de fantômes ce jour-là. 3 F-16 de la base aérienne d'Andrews, stationnés à 24 km du Pentagone, filèrent à 330 km de là pour une mission d'entraînement en Caroline du Nord. Fort Belvoir, une base de l'armée située à 16 km au sud du Pentagone, se prépare à un exercice destiné à tester la sécurité en cas d'attaque terroriste. Les employés du bureau des urgences au 23e étage du World Trade Center numéro 7 poursuivent la préparation de Tripod, un exercice d'attaque biologique prévu pour le 12 septembre. Enfin, le Bureau de reconnaissance nationale, situé en Virginie, débute un exercice à 8h35 dirigé par une équipe de la CIA, au cours duquel un avion s'écrase contre leur bâtiment. N'oublions pas non plus les autres manœuvres qui ont été effectuées et qui n'ont toujours pas été divulguées. Parlez-nous des exercices militaires qui étaient planifiés Commissaire pour le 11 Garlick. septembre. Parlez-nous des simulations du 11 septembre. Pourriez-vous vous taire, s'il vous plaît? Il nous reste que quelques minutes avec le général Myers. Parlez-nous des exercices militaires. Vigilant Guardian. S'il vous plaît, je demanderai au public de se taire s'il ne veut pas être exclu de la salle. J'ai une déclaration. Cette commission ne répond pas à mes questions. Je pars. Ce n'est qu'une farce. Sortez, s'il vous plaît. C'est ce que je vais faire. Merci. Pour résumer, le matin du 11 septembre, les États-Unis effectuent des exercices au cours desquels des avions détournés seront en dehors et à portée des radars, des chasseurs seront envoyés au-delà du territoire US et des avions s'écraseront contre des bâtiments. Quelle coïncidence! Pour expliquer les raisons qui m'ont poussé à immobiliser les avions, vous savez, quand un événement survient, on appelle ça un accident. Quand la même chose se produit 2 fois, c'est un schéma.
Mais quand il s'agit à 3 reprises du même événement, c'est un programme. C'est donc pour cela que j'ai jugé bon d'immobiliser tous les avions. Ainsi, à 9h45, tous les avions en vol ont été contraints de se poser. Cet ordre s'appliquait à tous les avions civils, seuls certains avions militaires ont eu l'autorisation de rester en vol. À 12h16, la FAA recense au sol plus de 4000 avions sans incident. Pendant le temps d'approche de l'avion vers le Pentagone, un jeune homme précisait au vice-président « L'avion se trouve à 80 km. L'avion est à 50 km. » Et quand il s'est approché à 16 km, ce jeune homme a aussi demandé au vice-président « L'ordre est-il maintenu ?» Et le vice-président s'est retourné et lui a lancé vivement « Bien évidemment que l'ordre est confirmé. Avez-vous entendu le contraire ?» « 9h37, Arlington, Virginie. Le vol 77 d'American Airlines censé s'être écrasé au niveau du rez-de-chaussée du Pentagone. Les autorités du Pentagone nieront toujours que le bâtiment possédait des défenses aériennes. En quelques minutes, le FBI arrive sur les lieux et le site est aussitôt décrété scène de crime fédéral placée sous leur entière responsabilité. Avec l'aide de civils, ils ratissent la pelouse du Pentagone à la recherche de débris et en 24 heures confisquent toutes les vidéos connues de l'attaque. Les responsables du Pentagone réfutent d'abord le fait que l'une de leurs caméras ait pu enregistrer le crash. Cependant, le 7 mars 2002, 5 images prises par une caméra de sécurité située derrière l'héliport sont diffusées. Pendant des années, ces 5 clichés seront les seuls enregistrements officiels de l'attaque du Pentagone. Cela changera le 14 octobre 2004, quand Scott Bingham utilisera le texte de la loi sur la liberté d'information pour demander la mise à disposition des vidéos qui ont enregistré l'impact du vol AA-77. L'agent spécial Jacqueline Maguire, du FBI, mit la main sur un CD-ROM qui contenait des copies de 2 enregistrements vidéo filmés par les caméras de sécurité. Ils furent rendus publics le 16 mars 2006. Une vidéo prise depuis la station-service Citgo, qui est réservée uniquement au personnel du Pentagone, fut rendue publique le 15 septembre 2006 et celle de l'hôtel Doubletree d'Arlington, en Virginie, fut rendue publique le 7 décembre 2006. L'agent McGear a conclu que le FBI possédait 85 enregistrements vidéo qui auraient pu potentiellement apporter des réponses. À ce jour, nous n'avons aucune image précise de ce qui s'est passé au Pentagone le matin du 11 septembre. La version officielle est la suivante. Le vol 77 d'American Airlines fut détourné par 5 pirates de l'air avec à leur tête Annie Hanjour. Hanjour est arrivé aux États-Unis en 1996 pour devenir pilote de ligne professionnel. Il ne terminera aucun de ses cours. Une perte de temps. Il n'était pas à l'heure pour les vols, ne faisait pas ses devoirs. Capacité de pilotage en dessous de la moyenne. Son anglais était très pauvre. Quelqu'un sans intérêt à mon avis. La commission du 11 septembre a conclu que Hanjour était peut-être le plus entraîné et le plus expérimenté des pilotes. Le pirate de l'air du vol UA-93, Saïd Al-Ghamdi, était un ancien pilote de combat saoudien. Comment Hanjour peut-il être plus expérimenté que lui ?
Le matin du 11 septembre, Annie Hanjour et ses 4 complices ont voyagé vers l'aéroport international de Dulles dans les environs de Washington. Ils avaient séjourné les semaines précédant le 11 septembre au Valencia Motel de Laurel dans le Maryland, à moins de 10 km de la NSA, l'agence de sécurité nationale. À l'embarquement, tous les 5 déclencheront les détecteurs de métaux et seront soumis à des vérifications supplémentaires. Pourtant, ils ont pu embarquer sur le vol 77 d'American Airlines, qui est décrit par le Washington Post comme inhabituellement peu rempli ce jour-là. Sur les 188 places, 64 seront occupées. En réalité, les 4 avions impliqués dans les événements du 11 septembre seront remplis à environ 30% de leur capacité. Les pirates de l'air embarqueront aux côtés de Barbara Olson, la femme de Ted Olson, conseiller du ministre de la Justice, et de nombreux employés de Boeing, de Raytheon, du ministère de la Défense, de Lockheed Martin, d'American Airlines, de la Marine, de l'armée et d'autres agences du gouvernement. Les pilotes étaient l'officier David Charlebois et le capitaine Charles Burlingham. Charles Frank Burlingham était un ingénieur en aéronautique diplômé de la navale et de l'école de combat des pilotes de chasse. Il a volé sur des F-4 de combat et développé des stratégies antiterroristes au sein du Pentagone avant de prendre sa retraite en 1989 pour intégrer American Airlines. Il restera actif en tant que réserviste et pour des exercices antiterroristes jusqu'en 1996. Son Boeing 757 s'écrasera à l'endroit précis où il travaillait. Les pirates de l'air auront peu de temps pour maîtriser Charlebois et Burlingham, les éjecter du cockpit et prendre le contrôle de l'avion. Pourtant, l'avion est détourné sans souci à 8h51 et entame sans autorisation sa route vers le sud 3 minutes plus tard. Aucun appel de détresse, aucun code de détournement, aucun signe de lutte. Le vol AA-77 fera un demi-tour entre le Kentucky et l'Ohio. Il aura le champ libre pendant 43 minutes, allant ainsi contre son plan de vol, avant de s'écraser contre le Pentagone, en n'ayant fait face à aucune intervention militaire. Une de mes collègues a remarqué une cible se dirigeant nord-ouest-sud-est. Et c'était comme un décompte, 16 km ouest. Et elle l'a signalé au superviseur. 14 km ouest. Mais personne ne savait qu'il s'agissait d'un vol commercial, et plus précisément d'un 757. Vous pensiez à un vol militaire? Je pensais effectivement à un vol militaire. Je pensais que l'Anglais avait envoyé les chasseurs. C'était presque comme une sensation de soulagement. Ça doit être un avion de combat. Peut-être que l'un d'eux était en route. Il allait très vite? Oui, il allait très vite, comme un avion militaire qui vole à basse altitude. Ce doit être l'un des nôtres, envoyé pour surveiller notre capitale. Le 757 amorça sa descente. Si l'avion avait frappé à n'importe quel autre endroit, les pertes humaines et les dégâts matériels auraient été beaucoup plus importants. Une zone qui peut compter jusqu'à 5000 occupants a recensé 125 victimes. Le mur externe du Pentagone avait un trou d'environ 6 mètres de diamètre au niveau du premier et du deuxième étage et des dégâts apparents sur 27 mètres le long du premier. Je dirais que ça faisait 18 mètres de diamètre par 6 mètres de hauteur. C'est pour ça que nous sommes devenus si curieux et que j'essayais de découvrir quelque chose. Il n'y avait pas de marque sur la pelouse, comme si rien n'avait frappé le sol, ni sur l'héliport. C'était une manœuvre précise ou très chanceuse. Je ne sais pas comment il n'a pas rebondi. Je ne sais pas comment il a atteint directement le bâtiment latéral sans heurter le sol. Surtout à la vitesse où il s'est présenté. Mais j'ai peine à croire que ce trou d'entrée soit à peine plus grand qu'une porte de garage. Encore une fois, lors d'un crash classique, on retrouve une épave. Ils ont bien trouvé une hache dans un camion à Oklahoma. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas retrouvé un moteur. Sur ce point, les opinions divergent entre ceux qui croient qu'un 757 a frappé le Pentagone et ceux qui n'y croient pas. Ceux qui optent pour la première version s'appuient sur les quelques dégâts visibles à l'extérieur. Les débris à l'extérieur du bâtiment, et les témoins oculaires.
Nous étions assis dans le bureau et soudain nous avons entendu un grondement, comme quelque chose sur le point de nous frapper, quelque chose d'imminent. C'est alors que nous nous sommes regardés et le bruit est devenu insupportable. Et au dernier moment, mon frère s'est précipité hors du bureau. J'ai entendu le son énorme d'un jet qui semblait être juste au-dessus de nous. J'ai alors jeté un coup d'œil au dehors et j'ai aperçu une aile noire qui allait par là. Alors j'ai couru et 2 ou 3 secondes après... Nous avions l'habitude de voir des avions. Peut-être un jet privé de 20 places sans identification. J'ai vu un avion tomber. Un gros avion, un avion de ligne. Et j'ai vu ce jet se rapprocher, descendre très bas, un jet d'American Airlines. On pouvait voir AA sur le côté de son fuselage argenté. Cet avion volait terriblement bas et comme nous descendions sur la I-395, il est passé devant nous à très basse altitude. Il s'est approché comme s'il allait atterrir latéralement dans le Pentagone. Il s'est encastré, c'était vraiment incroyable. Une énorme explosion. En fait, vous avez vu l'avion frapper le côté du bâtiment? Oui, je l'ai vu. Un seul avion? Oui, un seul. Nous avons fait demi-tour trop tôt et sommes donc arrivés devant le Pentagone sur la route 27. Je ne savais même pas qu'il s'agissait du Pentagone. J'ai grandi près d'ici, mais je ne suis jamais allé dans cette zone. De plus, on ne savait pas de quel côté nous étions, donc je ne savais pas qu'il s'agissait du Pentagone. J'étais coincé dans le trafic et déjà en retard pour mon sermon. Et nous étions totalement bloqués. Cela n'avançait pas d'un pouce sur l'autoroute. Et d'un coup, sans prévenir, nous avons eu la sensation que quelque chose passait au-dessus de nous. Il semble que l'avion était si bas qu'il a heurté un lampadaire au bord de l'autoroute, mais plus loin, sur les côtés. Avant de franchir l'autoroute, il a heurté ce lampadaire qui, d'après ce que j'ai entendu, a fini sa course dans un taxi qui se trouvait près de mon véhicule. Mon nom est Lloyd England. Le 11 septembre, je rentrais chez moi en voiture quand cet avion passa juste au-dessus de ma voiture. Il était très près. J'ai alors entendu un bruit énorme et le poteau a traversé mon pare-brise. J'ai arrêté la voiture au milieu de l'autoroute, mais elle ne s'est pas arrêtée net. Elle s'est mise en travers. Aussi loin que l'avion ait pu aller, je n'ai rien compris avant de sortir de ma voiture. J'ai alors cherché l'avion, mais il n'y en avait pas. Mais c'était calme. Si personne ne m'avait dit que quelque chose s'était produit ici, je n'aurais rien su. Et j'étais là. Et j'étais là. La dimension des ailes correspond à celle de cette maison et à la moitié de la mienne. Et les grandes ailes, les gros moteurs placés en dessous de celle-ci, rien n'en est resté. Ceux qui pensent que ce n'est pas un 757 qui s'est écrasé s'appuient sur les dégâts causés au bâtiment et sur l'absence de gros débris de la carcasse à l'extérieur. En particulier, l'absence de dégâts au niveau des ailes et du stabilisateur vertical et le fait que ces pièces, tout comme les moteurs, n'ont jamais été vraiment retrouvées. En premier, la question sur l'avion. Il restait des petits morceaux de l'avion visibles de l'intérieur pendant le temps où nous essayions d'éteindre le feu, mais aucune grosse partie de type fuselage ou autre. Ils ont dit que c'était un avion et comme je n'ai repéré aucun débris d'avion, je ne pouvais croire que l'avion avait frappé le bâtiment. Il existe de nombreuses parties d'un 757 qui sont pratiquement indestructibles. À ce jour, nous n'avons pas vu un seul morceau identifié avec certitude comme provenant du vol AA-77. Le fait qu'il y ait un trou de sortie n'est pas expliqué par les rapports officiels, ainsi que le fait qu'il n'y ait aucun dégât d'impact sur la pelouse, et le fait que sur toutes les autres vidéos diffusées, aucune d'entre elles n'a clairement identifié un 757. Le mur externe s'effondrera 20 minutes plus tard, laissant un trou béant de plus de 20 mètres de large. Il est important de savoir ce qui a frappé le bâtiment, mais en premier lieu, nous devrions nous concentrer sur le pourquoi d'une telle attaque. La partie touchée abritait le quartier général des opérations navales, les services secrets de la marine et le centre de commandement de la marine. Des personnels de l'armée ont aussi été tués.
Beaucoup de comptables et de spécialistes du budget étaient aussi présents dans l'enceinte et sont morts dans l'attaque. Le rapport post-événement du comté d'Arlington affirme que d'importantes informations liées au budget se trouvaient dans la zone endommagée. Il est intéressant de préciser que 24 heures avant, Donald Rumsfeld a fait cette déclaration publique. D'après certaines estimations, nous avons perdu la trace de 2300 milliards de dollars de transactions. D'après le rapport officiel de la Commission sur le 11 septembre, les forces militaires n'étaient pas préparées à la transformation d'avions commerciaux en armes de destruction massive. Un expert du contre-terrorisme, Marvin Sichuan, avait commandé en 1994 un rapport pour la défense qui révélait la vulnérabilité de Washington face à d'éventuelles attaques terroristes. Nous avions prévu qu'un avion pourrait être lancé contre le Pentagone. On ne peut pas être plus précis. Si on effectuait une manœuvre vers la droite, au Washington Monument, on atteignait le Pentagone, un virage vers la gauche et c'était la Maison-Blanche. Pourtant, le 24 octobre 2000, le Pentagone a dirigé Mascal, un exercice de simulation comportant un nombre élevé de victimes suite à l'impact d'un Boeing 757 sur le bâtiment. Je suis très curieux et plus le temps s'écoule, plus on devient curieux. Car nous avons du temps pour analyser les informations dont nous disposons. Je peux bien conduire ma voiture, mais je ne peux pas imaginer quelqu'un grimper dans un avion et puisse faire ce qu'il a fait aussi bien. C'était en gros le jour le plus étrange que j'ai pu vivre. C'était comme au ralenti. J'ai des frissons quand j'écoute les bandes. Je transpire même à chaque fois que je visionne la vidéo. Je ressens la chaleur, de même que le combustible et l'odeur de brûlé. De la curiosité s'est installée avec le temps. Même pour moi qui étais là. Je me pose encore des questions. Est-ce que j'ai vraiment vu ce que je pense avoir vu? Quand on vous emmène à croire, à voir ce que vous pensez avoir vu, vous commencez à aller dans ce sens. Mais plus vous analysez et plus les évidences apparaissent. Les questions abondent de plus en plus. J'aimerais qu'il y ait des conclusions. Je suis certain que les familles aussi. Et je suis sûr que les militaires et les gouvernements savent plus que nous. Je suis éberlué qu'ils ne partagent pas leurs informations. Si le gouvernement était ouvert à 100% et souhaitait balayer tous les doutes sur ce qui s'est passé, pourquoi ont-ils fait une telle rétention de preuves? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'identification positive du vol 77? Pourquoi, quand le vice-président Dick Cheney savait qu'un avion s'approchait à 80 km de distance, tous les employés n'ont-ils pas été évacués hors de l'enceinte? Si une seule alarme avait été déclenchée au Pentagone, 125 personnes seraient encore vivantes et des centaines d'autres ne seraient pas en train de souffrir. Et quand il s'est approché à 16 km, ce jeune homme a aussi demandé au vice-président « L'ordre est-il maintenu ?» Et le vice-président s'est retourné et lui a lancé vivement. Bien évidemment que l'ordre est confirmé. Avez-vous entendu le contraire? Le témoignage de Norman Mineta sera entièrement ignoré par la commission du 11 septembre. Il sera également censuré des archives audio des auditions de la commission. Un porte-parole des Archives nationales a rétorqué que c'était une erreur technique. La commission du 11 septembre conclura plus tard que le vice-président Dick Cheney n'avait pas atteint le bunker avant 9h58. Mon souci principal est que dans votre témoignage, vous avez affirmé que le vice-président Dick Cheney s'est rendu au bureau de l'EOEC et qu'à 9h20, quand vous êtes arrivé, il était déjà là. Quand il a rencontré la presse, il a précisé qu'il était là à 9h38. Ils ont fait ça parce qu'ils ont reçu un compte-rendu disant qu'un avion se dirigeait vers la Maison-Blanche. C'est le vol 77 qui est parti de Dulles. Tout ce qu'on peut révéler, c'est qu'il est d'abord passé par la Maison-Blanche. Il ne tournait pas autour, mais suivait un itinéraire défini. Et quand il a franchi la zone danger, c'est comme s'il se dirigeait vers la Maison-Blanche. C'est pour cette raison qu'ils m'ont évacué pour me mettre en lieu sûr. Évidemment, l'avion n'a pas frappé la Maison-Blanche. Il a pris une autre direction et nous pensons qu'il a dessiné un cercle pour revenir frapper le Pentagone. Le rapport de la commission du 11 septembre indique 9h58. 9h58? Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on parle là d'une demi-heure plus tard. Simplement, dites-moi ce dont vous vous souvenez. Le vice-président Cheney était-il déjà là quand vous êtes arrivé? Absolument. Le vol dont vous faites référence, c'est le... Le vol qui a frappé le Pentagone. C'était avant que l'avion d'American Airlines n'entre en collision avec le Pentagone. Norman Mineta se trouvait dans le bunker avec Cheney, et le fait que cela ne soit pas évoqué dans le rapport sur le 11 septembre est plutôt étrange, vous ne trouvez pas? Qui était ce jeune homme? Quelqu'un a-t-il posé la question? Après que 2 avions aient déjà frappé le World Trade Center
et qu'un autre avion était signalé à seulement 80 km, comment Dick Cheney ou quiconque du gouvernement a-t-il pu laisser le Pentagone se faire attaquer? Suis-je prêt à croire que Dick Cheney était forcément au courant de l'attaque contre le Pentagone, par exemple, et n'a rien fait pour l'empêcher? Eh bien, de ce que je sais sur Dick Cheney, oui. New York, 9h59. La tour sud du World Trade Center, qui compte 110 étages, s'effondre en quelques 10 secondes. 29 minutes plus tard, la tour nord, suivant le même processus, subit le même sort. À 17h20, la même journée, le World Trade Center numéro 7, avec ses 47 étages, s'écroule en moins de 7 secondes. La version officielle affirme que les débris provenant de la tour nord ont provoqué une série d'incendies à l'intérieur du bâtiment. Si ceci est vrai, ce serait le 3e gratte-ciel en acier à brûler et à s'effondrer à cause de dégâts et d'un incendie. Les 2 premiers étaient les tours jumelles. Le 23 février 91, le One Meridian Plaza à Philadelphie, un gratte-ciel de 38 étages, a brûlé pendant 18 heures sur 8 étages. Il fut décrit plus tard par les autorités comme l'incendie le plus important du siècle. Il ne s'est pas écroulé. Le 17 octobre 2004, un gratte-ciel de 56 étages à Caracas, au Venezuela, construit en 1976, a brûlé pendant plus de 17 heures. L'incendie ravageant 26 étages. Il ne s'est pas écroulé. Le 13 février 1975, 3 alarmes anti-incendie se déclenchent entre les 9e et 14e étages de la tour nord des tours jumelles. Aucune victime à déplorer. Le bâtiment était vide. L'incendie s'était déclaré dans un local électrique au 11e étage. Les coupes-feu auraient dû entraver la progression du feu, mais il n'y en avait pas. Le feu s'est étendu sur 6 autres étages. Même sans sprinklers, les pompiers et les responsables de la construction disent qu'il n'y a aucune probabilité pour que le World Trade Center puisse devenir un brasier infernal. Le feu était si intense qu'il conduit à l'installation de sprinklers. Ceux-ci furent très utiles le 19 mai 1975 quand 7 feux prirent dans le bâtiment. Dans la tour sud, des feux de poubelle s'étaient répandus entre le 25e et le 36e étage, alors que la tour nord subissait un feu au 11e étage. 6 des feux étaient mineurs, mais le 7e, au 32e étage de la tour sud, provoqua de gros dégâts. Et pourtant, elle ne s'est pas effondrée. Le 11 septembre 2001, 2 gratte-ciels de 110 étages, achevés en 1973, brûlèrent respectivement pendant 56 minutes sur 8 étages et pendant 103 minutes sur 5 autres étages, avant de s'effondrer totalement. Certains affirment que cela était dû au type de construction des tours jumelles. Les tours jumelles étaient composées de 200 000 tonnes d'acier et de 325 000 mètres cubes de béton. Le noyau de chaque tour était un pilier rectangulaire de 26 mètres par 40, constitué de 47 colonnes d'acier, variant de 92 cm sur 40 à 132 cm sur 56. La tour nord fut achevée en 1970. Elle culminait à 417 mètres. La tour sud le fut en 1973 et s'élevait à 415 mètres. Il s'agissait à l'époque des plus hauts bâtiments du monde. Elles furent dessinées et conçues pour supporter de multiples impacts de Boeing 707, le plus gros appareil en service à cette époque. Une analyse du projet réalisée en 1964 affirme que les bâtiments avaient été examinés et jugés sûrs en cas de collision avec un Boeing 707 volant à 965 km/h. Seuls quelques dégâts localisés auraient été constatés, mais pas d'effondrement ni de dégâts majeurs. Un 707 possède 4 moteurs au lieu de 2 et sa vitesse de croisière est de 980 km/h.
Les Boeing 767 qui ont frappé les tours nord et sud volaient respectivement à 710 et à 870 km/h. Breaking news on WCBS 880, right here, right now. Je crois que nous sommes en contact avec un témoin qui a vu ce qui s'est passé au World Trade Center. Il s'agit apparemment d'un avion de ligne intérieur qui s'est écrasé avec tant de force que les fenêtres du magasin Pick Bagel ont volé en éclats après le bang. Tout le monde était terrorisé. Avez-vous vu quel type d'avion c'était? Non, je n'ai pas réussi. Mais c'était un petit avion. Il ressemblait à un petit avion. Mais je ne pourrais pas le certifier. On aurait dit un bimoteur de taille moyenne, de couleur gris foncé. Je ne dirais pas qu'il s'agissait d'un gros avion, mais cela ressemblait à un chasseur. Je travaille juste à côté, à Trinity Place. Nous avons entendu le premier avion, mais nous ne savions pas où il était. Comme un bruit de missile. Oh mon Dieu! Un autre avion vient juste de frapper le World Trade Center. Un autre avion, un moyen courrier incroyable. Il semblerait que de la fumée s'échappe du sol. Il y a aussi des choses qui tombent sur le sol en flammes. Un homme m'a dit qu'il se trouvait au 65e étage, près de l'ascenseur, quand celui-ci a explosé, le projetant littéralement. Une autre femme qui travaille au 49e étage affirme avoir croisé des gens dans l'escalier avec des brûlures et des bras cassés, certains s'évanouissant à cause de la chaleur. Elle ajoute qu'il faisait très chaud et qu'il y avait beaucoup de fumée. C'est une scène atroce à laquelle nous assistons entre Broadway et Fulton. En gros, les gens courent dans la rue, on voit tous ces débris de verre au sol et une partie du World Trade Center est soufflée. Au premier impact, j'ai couru vers la fenêtre. Un feu semblait apparaître au rez-de-chaussée. Oh, attendez. Oh mon Dieu, le bâtiment s'effondre. Vous êtes là? Le bâtiment vient de tomber. Vous avez dit que ça ressemblait au 4 juillet. Vous avez entendu une grosse explosion avant que le bâtiment s'effondre? Je l'ai vu se produire en direct, et cela ressemblait au bruit de centaines de pétards que l'on allumerait en même temps. Voilà à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait au final du 4 juillet sur l'East River. Nous venons d'être témoins d'une sorte de puissante explosion secondaire. 10 heures ce matin. Elle vient de s'effondrer. Nous n'avons aucune idée de ce qui a causé cela. Cela ressemblait presque à une implosion planifiée. Comme si une équipe de démolition avait orchestré tout ça. Quand vous assistez à la démolition de vieux bâtiments qui tombent sur eux-mêmes, il n'en reste plus rien. Si vous souhaitez détruire quiconque ayant assisté à la démolition volontaire d'un bâtiment, si vous faites ça, vous devez agir sur l'infrastructure interne pour que le bâtiment s'écroule. En ce moment, la police tente de déterminer si l'explosion a été causée par l'impact de l'avion ou par une explosion au rez-de-chaussée. En général, un bâtiment qui s'effondre de cette manière semblerait indiquer qu'il s'agit d'explosions de bombes placées au sous-sol et qui auraient provoqué l'effondrement. Dans la soirée, des témoins oculaires et des experts se précipitaient pour appuyer la thèse officielle de cet événement, affirmant que l'incendie du carburant était si intense qu'il avait fait fondre la structure d'acier des tours jumelles. J'ai vu cet avion arriver de nulle part, rentrer sur un côté des tours et sortir en explosant de l'autre côté. Et ensuite, j'ai vu les deux tours s'effondrer, la première et la deuxième. À cause de la faiblesse de la structure, le feu était si intense. Quand un des avions a frappé l'une des tours, cela équivalait à un séisme de 6 degrés. Marlene Davis est la doyenne de la faculté d'architecture de l'Université du Tennessee. Pour elle, l'édifice de 110 étages était une structure tubulaire. Cela signifie qu'il n'y a pas de colonne interne pour le soutenir. Quand nous avons vu cela hier, les gens criaient « Oh mon Dieu, il y avait une bombe! Ils ont dû mettre une bombe! Ils ont dû mettre une bombe sous le bâtiment pour terminer le travail !» Eh bien, nous avons entendu des experts à ce sujet qui précisent que le feu à ces étages atteignait certainement les 815 degrés Celsius. L'acier ne peut supporter autant parce que la structure d'acier qui supportait le bâtiment est située à l'extérieur. Et le bâtiment a commencé à fondre, à chanceler, et il est tombé. Les ingénieurs soupçonnent qu'à l'intérieur de la zone du crash, la température aurait largement dépassé les 1000 degrés, approchant peut-être les 2000 degrés, au-delà du point de fusion de l'acier.
Elles n'ont peut-être pas été conçues pour encaisser de front des engins de la taille d'un 737 ou d'un Airbus. Peut-être qu'avec le plein de kérosène, l'acier fondra. Voici le professeur de physique et expert en explosifs, Van Romero. Même s'il n'y avait pas eu une seconde explosion dans le bâtiment, la manière dont l'avion a frappé celui-ci a créé une vaste zone de dégâts, tout le poids se trouvant au-dessus du point d'impact. Plus tard, cette même zone étant encore plus endommagée par le feu, la structure supérieure n'était plus soutenue. Il devait s'écrouler. De nombreuses personnes, dont certains architectes, soutenaient que les crashs d'avions n'ont jamais été pris en compte lors de la conception et que les bâtiments n'auraient jamais pu le supporter. Hyman Brown était l'ingénieur du projet des tours jumelles, le responsable du cahier des charges du bâtiment et donc du respect des normes. La structure de l'acier résiste au feu entre 1 et 2 heures, ce qui fut le cas, puis l'acier fond. Chaque tour fut construite autour d'un noyau central. C'est ce noyau qui a maintenu le bâtiment, supportant ainsi le fameux poids mort. Mais quand l'acier fond, d'après les dires de Brown, il tombe comme un domino. Brown assure que les tours ont été construites pour affronter des ouragans de 320 km/h, la tempête du siècle ou les pires maux de la nature. Mais qu'un crash d'avion n'avait jamais été envisagé. En fait, cette dernière affirmation n'est pas tout à fait exacte. Ce n'est pas l'impact de l'avion qui a provoqué la chute. Les architectes de gratte-ciel ont essayé d'anticiper des accidents d'avion. Marc Loiseau est président de la compagnie Démolition Contrôlée. Quand cette structure a été conçue, elle le fut, si j'ai bien compris, pour faire face aux accidents d'avion les plus modernes de l'époque, les Boeing 707. Les bâtiments, d'après leur conception, pouvaient supporter l'impact d'un 707 avec son plein de kérosène. C'était alors le plus gros avion en activité. Je crois que l'édifice pourrait probablement encaisser plusieurs impacts d'avion parce que cette structure est comme une moustiquaire sur votre porte. Un filet énorme et l'avion est comme un crayon perforant ce filet. John Skilling, l'ingénieur en chef des structures des tours jumelles, a déclaré au Seattle Times, après l'explosion de 1993, que si un avion frappait le bâtiment, un feu énorme se propagerait, mais la structure du bâtiment résisterait. Le 21 août 2002, l'Institut national des standards et de la technologie, le NIST, démarra son enquête. Le NIST est une agence gouvernementale qui dépend du ministère du Commerce des États-Unis. Donald Evans, qui la dirigeait alors, sera ensuite remplacé par Carlos Gutiérrez. Tous les deux furent nommés par George Bush. Pour son enquête, le NIST embaucha des labos sous-traitants pour recréer 4 modèles des tours et tester leur résistance au feu. Nous avons appris rapidement par la presse que les étages ne s'étaient pas effondrés. Ils ont testé ces modèles énormes. Il était vraiment... Un des modèles était quasiment de taille identique au type d'étage utilisé. Et ils l'ont testé en accord avec la norme ASTM A119, l'exposant à un feu beaucoup plus long et à des températures plus élevées que celles relevées dans le World Trade Center. En août 2004, nous savions que quelque chose clochait. Le rapport définitif, qui fut présenté le 26 octobre 2005, contenait plus de 10 000 pages. Il n'explique pas la vraie raison de la chute des bâtiments. Il affirme juste de manière catégorique que le début de l'effondrement a tout entraîné avec lui. Cependant, le rapport ne tient pas compte de la structure de maintien de la tour après que toutes les conditions menant à la chute aient été réunies et que celle-ci devint inévitable. On nous avait confié la tâche de trouver les causes de la chute. Et nous avons trouvé ce qui s'est passé et démontré scientifiquement ce qui a provoqué l'effondrement. Une fois la chute entamée, les preuves visuelles sont plutôt évidentes. Le processus n'a pas été interrompu par les étages inférieurs. Nous n'avons donc pas eu besoin de calculs pour démontrer tout cela et les vidéos sont assez explicites. Le NIST conclura qu'il n'a trouvé aucune preuve suggérant que les tours du World Trade Center ont été détruites par démolition contrôlée. Comment peut-on croire une telle affirmation ? Premièrement,
excepté les matériaux qui ont été expulsés à l'extérieur. Les tours jumelles se sont effondrées sur elles-mêmes, symétriquement, pratiquement en chute libre. La loi de la gravitation de Newton détermine le temps que met un objet pour parcourir une certaine distance en chute libre. Un objet lâché du toit de l'une des deux tours heurterait le sol en 9,2 secondes. Le rapport de la commission sur le 11 septembre attestera qu'à 9h58, la tour sud s'est effondrée en 10 secondes. Même le NIST assure que le sommet des édifices est tombé en chute libre. Jugez vous-même. Et notre conclusion est que le bâtiment n'aurait pas dû s'écrouler si rapidement, si le feu est réellement la cause de la chute. En fait, un ingénieur en mécanique, Gordon Ross, dans la revue sur les études du 11 septembre, a fait une analyse complète basée sur la conservation de l'impulsion. Si la version officielle est correcte, alors la chaleur censée avoir provoqué la chute aurait dû produire son effet moins rapidement et de manière asymétrique. Pour que les tours s'écroulent sur elles-mêmes et se pulvérisent, comme on l'a constaté, et en observant le rôle joué par l'acier, il s'agirait d'un défaut sur une zone dans laquelle celui-ci se serait amplifié. Nous verrions alors une chute asymétrique, entraînant peut-être les sections inférieures, celles-ci se tordant sous le poids. Mais il est très inhabituel de voir la section supérieure tomber en écrasant la partie la plus résistante, qui se situait au centre de la structure. Cela n'a pas de sens. Deuxièmement, du métal fondu à plus de 1100 degrés centigrades fut découvert dans les décombres de Ground Zero, sous les tours jumelles et sous le bâtiment numéro 7. Même avec les fortes pluies du 14 et 21 décembre et un flot continu d'eau et de produits ignifuges décrits comme des lacs géants, ces feux ne seront pas éteints avant le 13 décembre 2001, devenant ainsi les plus longs incendies de l'histoire. Le kérosène des avions était-il responsable ? Le docteur Frank Gale, qui travaille avec le NIST, a affirmé en 2005 « Notre instinct nous pousserait à croire que le kérosène a fondu l'acier. » Bien sûr que non. L'acier n'a pas fondu. Les températures dont nous connaissons l'existence pendant la chute des tours et dans les décombres sont physiquement inatteignables par le combustible d'un avion. C'est impossible. Je m'interroge sur les coulées d'acier fondu trouvées dans le sous-sol des tours. Moi aussi. Parlez-moi, l'avez-vous vu? Pas personnellement, mais des témoins sur place ont trouvé d'énormes flaques d'acier fondues sous les tours. Et quelques scientifiques ne croient pas que la chute des édifices ait pu faire fondre autant d'acier. En premier lieu, revenons au début, avec cette flaque d'acier fondu. Je ne connais aucun témoin oculaire qui ait pu voir cela et le relater. J'étais sur le site, là où se trouvait l'acier. Par conséquent, je ne sais pas quoi en penser. Vous descendez et vous apercevez de l'acier fondu. De l'acier fondu s'échappant des conduits. Comme dans une fonderie. Comme de la lave? Comme de la lave. Sous terre, c'était encore si chaud que du métal fondu coulait sur les côtés d'un mur du bâtiment 6. Parfois, quand ils découvrent des points chauds, tout s'arrête. Il y avait des feux de 1100 degrés Celsius dans le sous-sol. Je ne sais pas, je n'ai pas connaissance de ça. Il existe une vidéo. Des températures de 1400 degrés centigrades. Je pense que c'est plutôt difficile de trouver ces températures lors d'un incendie.
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Là, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint, et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole, pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints
C'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair. D'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.